Ok, c'est parti. Eh bien, écoutez, merci à tout le monde. On va essayer d'être un peu efficace. Je vais donc partager mon écran pour les quelques slides que je voulais vous présenter. Euh, Vous allez me dire si vous le voyez et si vous les voyez en grand. Oui, c'est bon. Alors, c'est parti. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est bilan et perspective de 06 Planète. Je vous fais un petit rappel rapide de 06 Planète. Vous savez que eh bien, on est quand même globalement face à de l'inaction. Les accords de Paris n'ont pas débouché sur des politiques qui vont véritablement nous faire baisser le- le- la température du globe. Bon, une grosse inaction politique. Le consumérisme mondialisé est en pleine croissance encore. Donc, on va globalement plutôt dans le mur. Petit constat, là, comme ça, en juin 2024, les 11 derniers mois ont battu 11 records de chaleur. Donc, non seulement on est sur l'année la plus chaude, mais on est sur l'année la plus chaude à chacun des mois de l'année. Voilà, on ne prend pas en compte véritablement les enjeux colossaux qu'on a devant nous, je trouve. Donc, face à ça, notre objectif à nous, hop, c'est de faire le choix du changement. Aller vers cette autonomie, cette souveraineté, cette autonomie alimentaire, énergétique, hydrique, retrouver un bien vivre ensemble. Je crois que c'est de plus en plus important en France, et une certaine harmonie avec la nature. Euh, et donc voilà, cassons ce mur-là et trouvons un mode de vie qui soit à la fois viable et enviable. On peut changer. C'est l'idée de cette slide. Et comment est-ce qu'on va organiser ce changement? Ça, c'est les principes fondamentaux ou premiers, historiques de 06. C'est allier sobriété et confort, donc créer cet incubateur low-tech pour avoir ces technologies qui nous permettront de garder un maximum de confort en ayant un minimum d'impact sur la planète. C'est organiser la vie collective, la vie en collectivité, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen de baisser notre empreinte que de mutualiser, et donc d'être le plus collectif possible. Et Dieu sait que vivre en collectif, c'est pas évident. Donc, il y a la pépinière humaniste qui est là, et puis qui est là aussi pour insuffler un changement de culture, de nouveaux récits. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez, donc vous pouvez aller sur le site si vous voulez en savoir plus. Et puis tout ça, ce n'est pas simplement des belles slides ou des moches slides, comme vous voulez, mais c'est aussi d'essayer d'expérimenter le modèle dans la vraie vie, avec des vrais gens, dans des vrais endroits, dans des éco-villages. On s'était dit 50 éco-villages. Et puis quand on aura fait ça, on ne va pas s'arrêter là. L'idée, c'est pas d'amener non plus toute la France dans des éco-villages. C'est de montrer que ce qu'on a pu prouver comme concept qui fonctionnait à l'échelle de 50 foyers, on peut le faire sur un village de 500 habitants, sur un bourg de 5000 ou sur une ville de 50 000 habitants, avec chaque fois un domaine, bien sûr, d'hectares et d'approvisionnement qui croît par un facteur 10 chaque fois. Et ça sera valable pour 80% de la population. Ceux qui vivent dans les grandes villes, bon, je ne sais pas trop quoi faire. Voilà, et donc du coup, on en arrive exactement à notre raison d'être, c'est créer, expérimenter, puis diffuser un mode de vie qui soit durable et désirable. Jusque-là, je crois que je vous apprends rien. Donc, on va arriver au cœur et au bilan de ces 3 ans. Euh, on a réussi à développer un modèle économique qui est à la fois équilibré et robuste au sein des éco-villages. Ça, c'est déjà pas mal. Ça permet de pouvoir faire les transformations qu'on veut faire et ça permet aux gens de pouvoir entrer et sortir dans un éco-village
en retrouvant en retrouvant sa mise de départ et même sa mise de départ revue en fonction de l'inflation. Au bilan, on a pu lever plus de 2 millions d'euros pour permettre la création de ces 3 sites en Dordogne, en Bourgogne et dans les Hautes-Alpes, au Glésil, Cher, à Vincent. Dans les points un peu plus négatifs, on peut constater qu'on a une trop faible diversité des habitants. On a très peu d'habitants entre 20 et 30 ans. On n'a pas beaucoup de seniors. Et si on veut inventer un mode de vie, c'est un mode de vie pour tout le monde, bien évidemment. Ce n'est pas un mode de vie pour entre 30 et 50 ans, quoi. Donc, on a ce point-là. On a l'autre point qu'on a fait un site par an, j'allais dire à peine. Un en 2021, en 2022, et le dernier n'est pas arrivé en 2023, mais en 2024. Donc, on a dit qu'on voulait en faire 50. Moi, j'ai plus de 50 ans. À ce rythme-là, comment dire, je serai à l'EHPAD 06 planète avant de voir le dernier, quoi. Donc, il va falloir qu'on change un peu de rythme. Et puis, il y a plusieurs aventures qui ne sont pas allées jusqu'au bout. Le Verdon, par exemple, le Moulinage ou Massmagnac. Et pour des causes différentes, mais on a trouvé quand même 3 causes majeures. Le premier, c'est que le site est finalement inadapté ou inadaptable à nos besoins, malgré ce qu'on avait cru. Dans d'autres cas, c'est qu'il manquait des co-initiateurs du projet et qu'il n'y avait pas assez de personnes. Et dans un autre, comme le Moulinage, la collecte des personnes et des fonds a été trop lente et quand la somme était là, le bien était vendu. Donc, tout ça nous a amené à réfléchir à, à un changement d'échelle finalement et comment est-ce qu'on peut avoir un meilleur taux de succès et aller plus vite. Alors d'abord, la première grande leçon, c'est ne pas croire qu'on peut faire évoluer un PLU ou une mairie ou une préfecture, etc. Il faut accepter les lieux tels qu'ils sont. Même quand le maire est plus ou moins d'accord, la préfecture, etc. Souvenez-vous du Verdon, c'est quand même très, très, très compliqué à faire. Donc, ça épuise et ça va pas jusqu'au bout. Ça, c'est un des exemples. On a appris aussi, bien sûr, d'autres choses sur les lieux, mais maintenant, on sait quand même bien mieux les identifier et c'est quand même pas plus mal. La deuxième chose qu'il va falloir sur laquelle il va falloir qu'on progresse, c'est identifier les futurs porteurs de projets et puis les fédérer, animer un groupe autour de ça et les accompagner dans la création de leur site. Alors, la création, on le faisait déjà, mais l'accompagnement, on le faisait déjà, mais voilà, imaginez un groupe de personnes motivées avec qui on puisse partager tous nos savoir-faire, parce que voilà, tout est open source chez nous, hein, autour de la création de sites. L'autre point, c'est d'intégrer un modèle d'accueil des seniors dépendants, donc, et pas s'arrêter simplement aux personnes retraitées en bonne santé, mais gérer aussi la dépendance des seniors ou pas d'ailleurs des seniors, parce que d'autres peuvent être dépendants à d'autres moments, passagèrement ou pas. Donc il y a toute cette partie-là qui est à ajouter pour la traiter. Et il nous faut nous ajouter 2 sources de financement. Un premier, c'est le financement par emprunt sur une durée probablement de 5 ans. En fait, c'est le temps de remplir le site, donc on met 5 ans en gros, puisqu'on ne part pas avec le site dans son plein potentiel naturellement. Et donc, il y a une jonction financière à faire, une soudure, je ne sais pas comment dire, et donc une structure doit avancer certains fonds le temps que tout le monde soit là. Pardon. Et la deuxième source de financement, ce sont des investisseurs qui sont disposés
à investir pour louer. Euh, donc, ça existe dans la nature, hein. Vous faites SCPI en France, et c'est des gens qui lèvent, tout confondu, une dizaine de milliards par an. Euh, bon, on ne prendra pas tous les 10 milliards, mais on en prendra une partie toute petite. Mais tout ça entraîne une nouvelle organisation que je vais vous présenter pour justement répondre à toutes ces clés, tous ces besoins clés et ces écueils. Donc, le nouveau modèle juridique d'abord, commençons par lui. Vous avez la SCIC 06 Planète qui est là et qui va donc créer deux entités. Une première qui s'appelle pour le moment SCPI, on l'a nommée en fonction de sa fonction. Ce n'est pas encore son nom, voilà, il faudra réfléchir à un joli nom. Qui, elle, va être en mesure d'investir dans les sites. Et elle va investir parce que, et la deuxième structure, c'est la foncière, 06 Planète, qui, elle, va pouvoir prêter de l'argent. La CPI va pouvoir avoir de l'argent parce que des épargnants vont pouvoir investir directement dans la SCPI et moyennant une rentabilité, exactement comme dans les autres, ou peuvent investir dans la SCIC, qui elle-même, du coup, pourra investir dans la SCPI. Et donc, voilà. Ou les épargnants peuvent aussi prêter à la SCIC et qui pourra aussi prêter à la foncière. Mais ce sera insuffisant par rapport aux besoins de la foncière. Donc, la foncière va aussi devoir aller chercher de l'argent auprès d'institutionnels, publics ou privés, ou des grandes banques, des fondations, je ne sais pas, qui ont de l'argent et qui sont prêts à le prêter dans des modèles où ils sont rassurés de retrouver leur argent moyennant un intérêt qui généralement est d'ailleurs très important, au-delà des taux des crédits des particuliers, plutôt le double, voire plus. Et grâce à ces deux structures, quand un éco-village arrive, les futurs habitants arrivent aussi, les premiers en tout cas, qui vont pouvoir prendre en gros 20% de l'éco-village. La SCPI va prendre 20% aussi et recevoir ses 4% d'intérêt. Et l'éco-village va pouvoir aller auprès de la foncière pour emprunter jusqu'à 60%, qui sera remboursé dans les 5 ans qui viennent, parce que les futurs habitants qui sont ici vont passer de 20% à 80%. Et donc, les futurs habitants, au fur et à mesure qu'ils arrivent, en payant leur part, va permettre à l'éco-village de rembourser la foncière, qui du coup pourra rembourser les personnes à qui elle a emprunté derrière. On peut faire quelques zooms comme ça pour qu'on comprenne bien. Donc la SCIC 06 Planète va créer une SCPI, va prendre des parts dedans, va la diriger. Et comme la SCPI a pour vocation de reverser des loyers, enfin des intérêts, elle va aussi avoir quelques intérêts. Enfin, ça va être minime parce que de toute façon, elle va devoir les reverser aux épargnants derrière qui lui ont prêté cet argent. Les épargnants aussi, d'ailleurs, peuvent prêter à la SCIC, qui va pouvoir prêter à la foncière, et la foncière remboursera la SCIC, et la SCIC remboursera les épargnants. Enfin, la SCIC peut conseiller et former les écovillages et leurs habitants, et les écovillages payent cette formation et ces conseils en création de sociétés. Et ça fait le gros du salaire, enfin du chiffre d'affaires, pardon, de la SCIC, qui a en face essentiellement des salaires à payer. Si on fait un petit zoom sur la foncière, donc la foncière emprunte auprès d'institutionnels et emprunte auprès de la SCIC 06 Planète. Elle peut prêter aux écovillages, charge aux écovillages de retrouver des habitants. Quand les habitants viennent, et ben, du coup, en payant leur quote-part, ils remboursent la foncière, qui peut rembourser les institutionnels et la SCIC. Donc le coût, finalement, pour rentrer dans l'éco-village, intègre, et est payé par tout le monde, et intègre le coût de l'emprunt
qui est auprès des institutionnels et de la SCIC. Voilà. La foncière, c'est comme finalement elle est comme une banque ici, et elle se comporte pareillement, c'est-à-dire que elle prête à l'éco-village. Euh, si l'éco-village, pour raison X ou Y, ne veut plus rembourser parce que l'éco-village s'arrête, à ce moment-là, ben, l'éco-village est revendu et la foncière est remboursée, et elle est remboursée, on appelle ça en premier rang, comme les prêteurs, donc elle commence à être remboursée. Dans, comment dire, elle est remboursée en premier. Non, pardon. L'État se rembourse d'abord si jamais il y a des dettes à l'État. L'État dit on me doit tant. Après, ben, c'est les financeurs qui disent on me doit tant. Et après, c'est tous les autres qui retrouvent. Et donc, si ça a été vendu au prix où ça a été acheté, ben, tout le monde retrouve ses billes. Si ça a été dégradé, ben, on les retrouve pas. Et c'est les futurs habitants qui payent les pots cassés des dégradations. Euh, on considère qu'en 5 ans, on peut arriver à ce que l'éco-village arrive à son plein. Donc, les crédits sont pensés sur 5 ans. Après, bien évidemment, tous les cas sont particuliers, on peut regarder, mais voilà, capital et intérêt sont remboursés en 5 ans. Sur la CPI, c'est à peu près la même chose, sauf que ce n'est pas des prêts, c'est des investissements. Donc, un épargnant ou un institutionnel peut prendre des parts dans la SCPI, également la SCIC 06 Planète. Ça permet à la SCIC de prendre des parts dans la coopérative qui gère l'éco-village, moyennant un rendement à 4,5, je crois, 4,5%. Et l'éco-village peut payer ça parce qu'il paye un loyer, enfin, il va donner un loyer de l'autre côté. Donc, si je prends un cas typique, ce qui est intéressant, c'est que pardon, ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, le loyer ne couvre pas le coût du capital, il ne paye que les intérêts. Euh, et donc, dans la vie de tous les jours, quand un privé achète un bien qui vaut, je ne sais pas, 100 000 euros et qui fait 100 000 euros de crédit à la banque et qui doit rembourser 1 000 euros par mois sur 100 annuités, 100 mensualités, ben à ce moment-là, il fait une location autour des 1 000 euros par mois. Et donc, au bout de 100 mensualités, le propriétaire ne doit plus rien à la banque et tout lui vient en bénéfice parce qu'il a payé intérêt capital. Ici, ce n'est pas la même chose. Si la SCPI prête 100 000 euros, elle ne va pas demander 1 000 euros par mois sur 100 mensualités, mais 4,5% par an. Donc, 100 000 euros, ça fait largement de quoi faire vivre une famille dans la plupart de nos modèles. Ça veut dire que le loyer est de 4 000, de 100 000 euros, attends, je vais dire 4 500 euros par an, ce qui fait 500, non, pardon, 400 euros par mois. Voilà. Donc, 400 euros par mois, c'est plutôt que 1000. Et ce qui nous paraît être un loyer abordable pour un foyer avec 2 enfants, quoi, comme loyer. On est en tout cas plus bas que le prix du marché en France moyen, très largement. Sur les épargnants, ils ont 3 possibilités d'investir. Soit ils investissent, ils ont dans deux mécanismes, ça leur permet de réduire 25% de leur investissement en réduction d'impôts. Donc, s'ils ont des impôts, ils ont intérêt soit à prendre des parts dans la SCIC 06 Planète, et 25% de leur investissement sera remboursé l'année d'après par l'État, soit à prêter de l'argent à la SCIC pendant 7 ans, auquel cas, au bout de 7 ans, enfin, dès l'année suivante, ils auront 25% du prêt qu'ils ont consenti en remise d'impôts, et ils seront rémunérés à 1% au bout de 7 ans. Ou sinon, ils prennent des parts dans la SCPI qui versent des intérêts à hauteur de 4%. Voilà, et ils touchent ces 4%-là.
Ça, c'est s'ils ont, je sais pas, pas d'impôts ou déjà euh, épuisé toute leur réduction fiscale possible. Parcours de l'épargnant, bon, donc en fait, c'est pour aller vite, si on prend des parts, on peut dans la SCIC, on a formé l'État français qui, du coup, donne 25% en réduction fiscale. Et puis, au bout de 5 ans, on demande le rachat des parts, on retrouve l'ensemble de ces parts. Et donc, on a gagné 25% sur 5 ans, ce qui revient à 4,5% l'an. Si ça dure plus longtemps, forcément, c'est plus bas, puisque l'ensemble des bénéfices enfin, de la rentabilité est obtenue l'année d'après. Et pareil, si on contribue en prêt, on informe le fisc et du coup, l'épargnant reçoit l'année d'après une réduction fiscale. Et puis, il reçoit des intérêts cumulés et son capital, ce qui lui fait un gain de 33%, 4,1% sur 7 ans. Donc, dans les données économiques telles qu'on les a calculées, écrites avec Simon et Loïc, en fonction du nombre de sites créés, c'est ça vraiment qui va faire la différence. On voit que la CPI a un bénéfice cumulé à 1,7 million au bout d'une dizaine d'années et augmente de capital environ 3 millions par an. C'est-à-dire que c'est ça qu'elle va devoir avoir chaque année pour prendre les 20% des nouveaux sites, 20% de part des nouveaux sites. Je vous rappelle, les 3 millions sont à mettre en regard des 10 milliards qui sont investis chaque année dans des SCPI. Donc, ça fait 0,3%. Non, 0,03% de la somme totale investie en France. La foncière a un bénéfice tout limite de 300 000 euros et quelques au bout de 10 ans. Son objectif n'est pas de faire des bénéfices à elle. Son objectif est d'être une courroie de transmission entre les bailleurs et les écovillages. Et la SCIC a un bénéfice cumulé au bout de 10 ans d'un million, un peu plus d'1 million, sachant que la SCIC ne redistribue pas ses bénéfices à personne. Mais en revanche, cet argent va lui permettre de préparer l'avenir quand il sera temps d'aller voir les villages, les bourgs et les villes et de leur proposer un mode de vie à 0,6 planète également, avec l'expérience faite des éco-villages derrière. Donc, elle ne redistribue pas ses bénéfices, mais elle prépare l'avenir. Elle prépare largement l'avenir, son avenir et puis tous les autres avenirs d'ailleurs. Voilà, nos prochaines étapes. Il y en a une prochaine étape, en fait, une grosse prochaine étape, c'est comment passer de 1 à 5 sites par an. Donc pour ça, il va falloir recruter pour démultiplier les projets, recruter des chefs de projet, recruter du marketing aussi, parce que comme vous avez vu, on a différents acteurs, des institutionnels publics, des institutionnels privés qui n'ont pas forcément exactement les mêmes ambitions d'ailleurs, les mêmes besoins, des épargnants, des habitants, des porteurs de projets. Donc, on a un public divers et puis même dans les habitants, c'est encore plus divers. Il y a les jeunes, les ménages, les ménages qui n'ont plus d'enfants parce qu'ils sont partis, les retraités, les dépendants, etc. Donc, on a un vrai travail marketing et communication à faire une fois qu'on a vu ce marketing et établi les messages, comment les transmettre. On a évidemment des besoins en termes de finances, à la fois en levée de fonds, mais aussi en gestion financière de tout ça, parce que ça va commencer à brasser un peu d'argent. Donc, il faut s'assurer de tout ça. Et puis, il va falloir organiser tout ça, j'allais dire se professionnaliser quelque part. Jusqu'à présent, on était euh, très associatif, finalement. Si c'est pour faire un site par an, on n'a pas besoin de tout ça, on peut continuer comme on fait maintenant. Si on pense qu'il y a une certaine urgence à proposer un nouveau modèle, à l'expérimenter, il faut passer une vitesse supérieure. Je ne veux pas dire industrialiser parce qu'on n'est vraiment pas là,
mais l'idée, c'est quand même de se professionnaliser et de réutiliser un maximum de nos connaissances d'un site à l'autre, etc. Ça passe aussi par développer la base investisseurs, qu'ils soient publics, privés ou particuliers. En gros, il va falloir lever 150 millions d'euros, là où on en a levé deux. Euh, alors, les 150 millions, c'est à la louche, hein. Celui-là, il vient pas du BP. Bon, j'aurais dû regarder dans le BP. Euh, mais bon, voilà, j'ai dit qu'il y avait 56 à 3 millions. Donc, c'est plus simple de calculer peut-être. Ça fait 150 millions. Euh, Ça peut paraître énorme pour un particulier, c'est probablement relativement faible pour un institutionnel qui gère plutôt en centaines et en milliards. Enfin, il faut remobiliser les différentes communautés autour de 06 Planète. Euh, Tous les initiateurs potentiels de sites, les porteurs de sites, euh, tous les pionniers qui sont en mesure de rejoindre un site avant qu'il soit créé, les futurs habitants aussi qui viennent une fois que le site est créé. Là, on a quelques sites potentiels qu'on a déjà repérés sur le côté. Hop. Et maintenant, pourquoi est-ce que vous êtes là? Parce que vous avez envie de contribuer, j'imagine, et vous pouvez contribuer en étant dans une de ces catégories-là. Initiateur de projet qui aide à la création d'un nouveau site. Euh, Chercheurs de sites ou visiteurs de sites d'ailleurs. Il y a des gens qui aiment particulièrement ça ou qui peuvent le faire dans leur univers, enfin dans leur zone géographique, même s'ils n'ont pas forcément envie de rejoindre un éco-village maintenant ou pas. Bien évidemment, en étant investisseur dans les différents moyens dont on a parlé, les trois moyens qu'on a parlé, soit en aidant la SCIC, soit en prêtant la SCIC, soit en investissant dans la SCPI, soit en étant chef de projet ou avec enfin, dans la SCIC, chef de projet, où on avait dit aussi marketing, communication ou finance, qui sont voilà, des besoins très clairement identifiés dont on a besoin à court terme, ou à rejoindre bah, voilà, la team nationale pour soutenir tout ça en fonction de vos temps aussi, si vous en avez, si vous êtes bénévole, que vous avez des compétences juridiques, que vous voulez donner un coup de main pour relire des statuts, si vous avez des compétences en marketing pour relire une presse et la faire un peu plus sexy, voilà, si vous pouvez aider à faire des plaquettes pour les prochains sites, etc., etc. Bref, on a besoin de toutes les bonnes volontés, je crois, enfin, je suis sûr que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation. Je vous propose de répondre aux questions et puis peut-être je dispatcherai la parole en fonction des différentes personnes qui ont participé à cette présentation que je vous ai faite là. Et, euh, et voilà. Je n'ai pas forcément toutes les réponses. Je vous propose une prise de parole en mode de popcorn, comme on dit. Allez-y, coupez votre micro et posez votre question. Et puis, toujours. Moi, je ne vais pas poser de questions, mais je veux juste dire tout de suite bravo.
Bravo, parce que c'est un énorme travail fait par Jean-Baptiste, accompagné par Simon, accompagné par euh, Luc. Non. Cécile, Marie-Isabelle, il y en a Oui, beaucoup. voilà, tous ceux qui ont trempé là-dedans. Donc, ça, j'imagine que vous le voyez, mais enfin, c'est énorme. Merci Lionel. Alors, qui se lance dans la première question? Là, que tu citais à la fin, je pensais par exemple à Violaine, Violaine qui est une spécialiste des PLU et qui, lorsqu'on avait un site qui nous intéressait, on lui passait un coup de fil, on lui donnait les coordonnées et 2 heures après, elle nous faisait un bilan complet du PLU en disant c'est jouable, c'est pas jouable, etc. Donc voilà, c'est des actions très ponctuelles, mais très, très précieuses pour nous, parce qu'on n'a pas forcément tous cette compétence d'analyser un PLU en 2 heures, quoi. Voilà, j'ai dit, je passe la parole. Merci Lionel. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, Pascal? Ah, voilà, c'est moi qui vous entendais pas bien en fait. Je sais pas, j'ai pas dû mettre le haut-parleur. Je me présente, je suis une amie de Florence D'accord. et je suis conseillère en immobilier. Anciennement travaillant aussi avec des institutionnels et connaissant bien aussi toutes les notions d'urbanisme. Donc, j'avais une question sur en fait, j'avais 2 questions. La première question, c'est sur la définition des sites recherchés. Est-ce que vous avez un cahier des charges Tout à fait. déjà? Alors, tout à fait, on a un document qui liste un peu les sites qu'on recherche. Alors, je vais pas le faire de mémoire, mais en gros, on va rechercher des sites qui soient suffisamment grands pour accueillir pour l'éco-village, hein, pour accueillir un éco-village. Donc, Oui. euh, au moins une trentaine de foyers. Euh, et il n'y a pas de limite supérieure, j'allais dire. Il faut qu'il y ait des espaces extérieurs euh, qui permettent les autonomies qu'on cherche, en particulier agricoles. Donc, ça, pour nourrir 30, 50 familles, ça peut être tout de suite quelques dizaines d'hectares. Donc, Ça ça va va faire un mix en passer tout fait. de suite en dizaines d'hectares. Agricoles, éventuellement forêt aussi. Mais c'est généralement elles sont classées naturelles, donc pas transformables en Ouais, agricole. en forêt, c'est compliqué, oui. Ouais, exactement. On regarde la présence d'eau. Euh, on regarde les risques aussi, en particulier Florence, qui les scrute. Euh, Les risques naturels, vous voulez Ouais, les dire? risques naturels et puis oui, voilà, inondations, les choses comme ça, On etc. trouve ça dans les Ouais, PPRI, ouais. On trouve ça dans voilà, le PLU, dans les extraits de règlement. exactement. Alors après, il faut que euh, le, euh, le site puisse accueillir une dizaine de foyers initialement, même si c'est, j'allais dire, un peu camping parce que c'est pas l'appartement définitif, mais que on puisse y habiter. Euh, Parce que si on peut, enfin, s'il y a tout à rénover, c'est trop de boulot. D'accord, Par rapport à l'objectif qui est d'inventer un mode de vie et qui n'est pas forcément d'inventer un mode de rénovation, quoi. d'accord. Donc, il vous Euh, faut du bâti quand même sur ce terrain, oui, un minimum au départ. il faut du bâti et du bâti en état correct. D'accord. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre encore? Après, ben, il y a voilà, enfin, euh, il y a tout un tas de critères qu'on va avoir sur la proximité des collèges, des écoles, des Oui, lycées, par rapport aux familles, la oui. facilité, les transports. On va avoir la proximité des centres de soins, des médecins, bon, pharmacies, médecins, hôpitaux, etc. On va avoir les proximités aux gares, etc. Parce qu'il y a
pour toute une catégorie de personnes sont encore assez mobiles dans leur travail, donc il faut qu'ils puissent pouvoir se déplacer. Oui, Voilà, il y a la proximité des commerces ou des marchés, des choses comme ça, puisqu'on n'est pas autonome alimentairement en claquant des doigts, donc en attendant, il va bien falloir le faire. Donc voilà, on pourra, si tu veux, prendre un temps, Pascal, pour repasser les documents, des critères des sites recherchés. Euh, voilà. Après, il peut y avoir d'autres demandes en fonction des porteurs de projets qui ont envie d'en faire un lieu d'accueil pour soit de l'hébergement, soit de la restauration, soit des formations, etc., et qui va amener des contraintes complémentaires. d'accord, d'accord, ok. J'ai compris à peu près la base. Donc, D'accord. en fait, on part quand même sur une base à peu près de 10 hectares. Non, dizaines d'hectares, des dizaines d'hectares. Oui, c'est ça, Ouais. une dizaine d'hectares. Non, pas Ah, une, hein, plusieurs dizaines. ah, d'accord, voilà, c'est ça, ok, merci, d'accord. Plusieurs dizaines, d'accord. Avec une partie en classée agricole, donc, Ouais. et avec, Pascal, je te propose de vraiment prendre le temps de regarder ça en détail tous les deux. oui, Euh, volontiers. tu as t'as mon email ou tu as celui de Florence et Oui, avec Florence, on, oui, bien sûr. on prend un rendez-vous pour pouvoir Pour prendre. affiner, avec plaisir. Ouais, voilà. Prendre, D'accord, très volontiers. Merci merci. beaucoup. Merci, Pascal. Alors, je vais prendre une question qui est dans le chat. Est-ce que vous avez des difficultés à prouver aux gens que les systèmes d'éco-village est vraiment durable? Et comment pousser les gens à s'informer? Bon, comment les informer? Euh, est-ce que le système est vraiment durable et résilient? Est-ce qu'on peut le prouver? J'en suis pas sûr. Euh, pour ça, il faudrait qu'on passe vraiment des épreuves, de moments compliqués, etc., pour pouvoir dire, bah, vous voyez, on s'en est quand même sorti. Ce que je peux affirmer en revanche, c'est qu'ils sont beaucoup plus durables et résilients que habiter seul en ville. Ça, c'est très clair. Euh, Produire sa propre nourriture, sa propre énergie et son eau et la potabiliser, etc., nous rend indubitablement plus résilients. À quel niveau, je ne sais pas comment le prouver, je ne sais pas comment le faire, mais je rappelle, juste comme ça, une petite stat que je l'avais apprise m'avait, comment dire, choqué. Euh, la résilience alimentaire de Paris, c'est 2 jours. C'est-à-dire que si tu bloques Rungis et l'approvisionnement de Rungis, en 2 jours, il n'y a plus rien dans les marchés et dans les supermarchés de Paris. Il te reste que ce que tu as chez toi. Euh, Parce qu'on est dans un modèle qui le veut. C'est pas comment dire, un défaut du design. Le design est en flux constant. Donc, il faut du zéro stock partout. Ben, tu vides un supermarché et vider en 2 jours et réapprovisionner au fil du temps, comme ça, tous les jours pour être toujours plein. Mais voilà, bah ça me paraît beaucoup moins résilient que le potager qu'on a en face, les serres, le tracteur, etc. Et des personnes compétentes pour faire tout ça. Et un collectif pour faire tout ça. Voilà. Si tu Et permets, comment... en Oui, complément de ce que tu viens de dire, si on regarde dans le passé, on peut constater aussi qu'il y a déjà eu des crises depuis 2000 ans, hein. Et c'est en fait les petites communautés soudées qui ont le mieux résisté, notamment bah, les monastères, les couvents, etc. Et à la fois la culture et les technologies ont été sauvées, préservées dans les grandes périodes de crise. Je pense par exemple au moment de la peste, où tu as plus de 60% de la population européenne qui a disparu. Ça a été préservé essentiellement grâce à l'action de communautés comme bah, les couvents où il y avait environ 150 personnes
Et donc suffisamment de personnes pour qu'à eux tous, ils conservent le savoir-faire dans un ensemble de domaines différents. Donc, je ne sais pas si c'est une preuve pour le futur, mais en fait, c'est un fait sur le passé. On peut constater que les communautés, de par la multiplicité des savoir-faire, du temps, des compétences, des technologies, résistent mieux. Donc, ce qui a marché dans le passé, on peut présager aussi que c'est un aimant pour le futur. Voilà, c'est comme ton mariage, quoi. Ça a marché les 39 dernières années, ça marchera les 39 prochaines. Voilà, ça ne prouve rien pour le futur. Merci. Euh, ok. Et la deuxième partie de la question, après je te passe la parole, Vincent. Comment il faudrait pousser les gens à s'informer? Disons comment informer les gens. Ça fait partie justement des gros sujets. Euh, une fois qu'on a établi les personnes qu'on voudrait informer, comment faire pour que le message arrive jusqu'à eux. Et ça, c'est un travail de communication euh, qui est au-delà du niveau de compétence qu'on a en interne à l'heure qu'il est, au niveau de 06 Planète. Voilà, en gros, on a fait ce qu'on a pu, mais on en est là. Et on n'est pas des professionnels de ce métier-là. Donc, forcément, on n'a pas des résultats euh, qui seraient peut-être à la hauteur de ce qu'on a envie de viser à partir de maintenant, en tout cas. Vincent. Du coup, moi j'avais une question j'avais cru comprendre que 0,6 planète venait du coup on vit comme si on avait 0,6 planètes par rapport à nos empreintes. Oui. Et du coup, ça rejoint un peu la question qu'il y avait avant. C'est comment on mesure ça. Ok. Et de ce que j'avais compris au tout début quand j'avais connu le collectif, enfin les premières propositions, c'est qu'il y avait du coup un accompagnement avec des scientifiques ou des gens qui font des thèses, tout ça, pour mesurer et regarder aussi l'écart qu'il y a entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce vers quoi on tend, tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Merci Vincent, c'est une excellente question et qui est au cœur de notre projet. Finalement, si on n'a pas alors je fais attention parce qu'il y a Florence à côté et donc euh, si on n'a pas cette approche scientifique, parce qu'on n'a pas une démarche scientifique véritablement, on peut pas se qualifier de démarche scientifique au sens où tu as l'expérimentation, tu as le truc de contrôle, tu as tous les trucs qui permettraient de dire que c'est indubitable. Mais on a une approche scientifique. On s'était entendu sur ces mots-là avec la directrice du CNRS qui est devant moi, pour dire qu'effectivement, on va mesurer notre empreinte. Alors, il y a une mesure d'empreinte qui est relativement facile, c'est celle de l'empreinte CO2. Et donc, on fait individuellement et on mesure et on suit ce qu'on fait. Il y a la mesure d'empreinte qui est un peu plus compliquée et qui a été faite en Dordogne avec l'aide d'outils d'analyse de cycle de vie par une entreprise qui s'appelle Verso, qui est spécialisée dans ça. Il y a un contact que j'ai pris avec, son nom m'échappe, euh, de Carlotech, là, le breton, là. Bon, bref, qui a créé avec l'ADEME et avec la fac de Nantes, je crois, ou de Rennes, un outil de mesure et qu'il faut adapter à l'éco-village. Euh, on n'a pas assez travaillé cet angle-là. D'abord parce que dans l'urgence de tout ce qu'on faisait, on savait qu'on allait dans le bon sens. Si tu veux, si tu mutualises tes bagnoles, tu sais que tu baisses ton empreinte carbone. Tu sais que si tu changes ton régime alimentaire, tu baisses ton empreinte écologique. Donc, on avait un certain nombre de marges qui étaient suffisamment évidentes pour que on relègue, si tu veux,
une mesure fiable et propre comme étant un projet secondaire, mais c'est pas bien. Donc ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on va devoir progresser, Vincent. Voilà. Florence, c'était à propos de ça que tu Oui, voulais parler? juste en bref, le scoop, c'est que bon, enfin, moi, je suis référente développement durable de mon laboratoire et je me suis fait briefer pour la conduite d'un bilan carbone par Labo 1.5. Donc, je vais prochainement encadrer des étudiants dans mon laboratoire. Donc, je pourrais participer à un futur groupe de travail sur ce sujet s'il le faut, pas en cheville, enfin en complément, bien sûr. Je suis pas, je sais pas, c'est pas mon cœur d'expertise, quoi. Mais voilà. Donc, Ouais, écoute. voilà. Merci beaucoup, Florence. François, j'ai vu que tu avais levé la main. Bonjour François déjà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis arrivé un petit peu en retard, je suis désolé. Ça fait plaisir de revoir vos trombines après un temps d'absence. Je suis en courant alternatif, mais je suis toujours d'un œil attentif les développements de 06 Planète, parce que je suis impliqué moi aussi dans un projet d'écolieux sur le Poitou-Charentes qui pédale un peu. J'ai trouvé la présentation intéressante. Alors, j'ai noté, j'avais un certain nombre de remarques. C'est un peu l'auberge espagnole, mais voilà, c'est juste des pistes de réflexion. On parlait de communication. Moi, j'ai acquis une conviction aujourd'hui, c'est que, en fait, l'adhésion, l'embarquement dans un écolieu ne concerne un faible pourcentage de la population. Et l'idée, c'est d'essayer d'identifier où on trouve ces gens. Moi, je sais que je fais partie du réseau Solaris, qui est un réseau qui s'est développé, alors qui est un peu en jachère aujourd'hui, mais dont je trouve la philosophie et l'énergie relativement intéressante. Et c'est peut-être en allant organiser des ateliers, moi, on me l'a déjà demandé, dans ce genre de réseau, qui sont des réseaux où les personnes sont déjà conscients, c'est une première chose, de ce qui se passe. Et si on tire une droite de tendance, l'épaisseur du mur vers lequel on va, donc sont déjà conscients de la situation et ont peut-être une certaine propension à vouloir bouger, donc sortir de leur zone de confort. Moi, c'est ce que je dis toujours pour se ménager un futur un peu plus enviable. Voilà. Parce que enfin, moi, je vois dans le monde professionnel dans lequel je suis, le Covid, la guerre en Ukraine, ça les a pas fait frémir, aucunement frémir, et quelque part, la vie continue, quoi, hein. Donc, ils ont absolument pas conscience, et quand on leur en parle, on se fait traiter d'affreux complotistes, voilà, ce qui est pour moi, ce qui n'est plus une injure. Mais voilà, donc l'idée, plutôt que d'avoir une communication, je dirais, que j'appelle assez large, avoir quelque chose d'un peu plus fin ou essayer d'identifier où sont les cibles, enfin les futurs habitants potentiels et avoir quelque chose d'un peu plus, voilà, d'un peu plus fin. Il y avait une question tout à l'heure qui était de dire comment est-ce qu'on peut attirer des gens. Moi, j'en reviens. Alors, c'est pas la première fois que je la cite, mais dans des contextes différents, donc on n'a pas l'impression que je radote. C'est une citation de Gandhi qui dit: l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre ou d'éduquer, c'est le seul. Donc, je pense que c'est quelques écolieux labellisés 06 planètes qui pourront prouver que ça fonctionne, qui pourront peut-être, qui seront peut-être le meilleur vecteur ou le meilleur moyen de susciter l'adhésion. Donc ça, c'était la deuxième remarque. Alors, sur l'ingénierie, moi, j'ai regardé avec attention le modèle. Alors, ce n'est il n'y a pas de jugement de valeur, mais ce n'est que mon sentiment. J'ai trouvé l'ingénierie juridique, je dirais, relativement complexe ou compliquée. Alors, tout dépend à quel côté on se pose. Et si on peut en échanger, Jean-Baptiste, savoir quelle est la raison d'être de chacune des entités entre la SIC, la foncière. La foncière, pour moi, j'ai des montages d'organisations juridiques dans des groupes, j'en ai fait pendant un certain nombre d'années, et je prônais une certaine simplicité où chaque strate ou chaque entité juridique, on pouvait lui donner de manière assez facile ou lui trouver de manière assez facile une utilité ou une raison d'être. Donc voilà, donc on est sur une synthèse. Donc c'est vrai que je conçois que la présentation, rentrer dans le détail, ça peut être fastidieux. Voilà, si on pouvait échanger, histoire que j'ai une meilleure compréhension quelque part de la philosophie qui a présidé à la structuration de tout ça.
Sur le cahier des charges des écolieux que tu as donné, j'avais une remarque complémentaire qui est de dire des écolieux, on peut mettre 30 foyers. Sur la région Poitou-Charentes, on ratisse d'une manière qui est relativement de plus en plus fine et les sites qui peuvent rentrer, enfin, qui peuvent répondre à une partie ou la majeure partie des éléments du cahier des charges, on a énormément de mal à en trouver. Et donc, ce à quoi on réfléchit, mais on avait déjà abordé le sujet, je me rappelle avec Lionel, c'est la notion en fait d'écolieux satellisés. Alors, c'est ce qui se passe. Il y a un site dans le sud-est de la France, je ne me rappelle plus le nom, où ils ont Terra. cette notion-là. Comment? Terra. Voilà, c'est ça, Terra Nova. Non, Ou l'idée, Terra, oui. Ou l'idée, c'est que l'écolieu par lui-même, c'est 2, 3, 4, 5 sites avec chacun sa spécialité dans un périmètre géographique qui est relativement limité, puisqu'aujourd'hui, on a des lois sur l'urbanisme qui nous laissent très, très peu de latitude pour partir d'un site existant et essayer de le développer. Sur Champ-Romain, vous avez eu une chance inouïe d'avoir cette zone où vous avez pu avoir la permission de construire ces 23 ou 26 habitats légers autonomes. Je peux vous dire que dans le Poitou-Charentes, on en a vu un certain nombre. Et comme tu disais, les potentialités de modification du PLU, elles sont aussi fortes que les chances qu'on a de gagner au loto, quoi. Et surtout sur une durée qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un d'embarquer si on lui dit bah, on va changer le PLU, mais ça peut durer 2, 3, 5 ou 10 ans. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et puis sur la notion, dernier sujet, puis je vais passer la main après, sur la notion du financement. Ce que j'ai compris, en fait, c'est que vous étiez sur un financement bancaire sur une durée de 5 ans. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des organismes bancaires qui sont la NEF et le Crédit Coopératif, à qui j'ai posé la question en disant, alors dans un autre contexte, hein, qui était un contexte professionnel, mais je me suis permis d'aborder le sujet en disant, si je vous parle d'écolieux, est-ce que voilà, vous tournez les talons ou est-ce que vous êtes disposé à m'écouter? Et aujourd'hui, ce sont des établissements bancaires qui regardent d'un très bon œil, je dis bien d'un très bon œil, des projets d'écolieux qui sont bien structurés et qui sont prêts à rentrer dans une logique d'investissement d'un bien foncier ou d'un bien immobilier sur une durée qui peut aller jusqu'à 15 ans, voire 20 ans. Donc, ça change la logique. Et puis, deuxième chose, mais on avait déjà évoqué le sujet, c'est le levier des subventions. Alors, subventions régionales, qui aujourd'hui, alors je vois la région Nouvelle-Aquitaine, ils ont des sous, ils ne savent pas quoi en faire. Et puis, caisse de retraite, moi j'ai notamment Agir Carco qui sont des leviers qui peuvent être intéressants et qui peuvent concourir en fait au montage du plan de financement global. Donc, Voilà. j'en déduis que tu vas pouvoir t'impliquer fortement au niveau national à partir de maintenant, François. Mais alors, je ne sais pas dans quoi, quelle est la matière qui te permet de lire, si c'est la boule de cristal ou le marc de café du matin. Alors, ça fait Non, non, partie non, c'est la valeur de tout ce que tu nous D'accord. donnes comme information. Maintenant, il faut concrétiser. Donc, comment Non, mais je pense que alors, tu es une ressource précieuse. Voilà, je pense pour que rebondir, j'essaie de manière très active de me sortir de la gangue de ma vie antérieure, c'est-à-dire que j'essaie de me libérer des engagements que j'avais pris antérieurement. C'est plus compliqué que je pensais, mais c'est vrai que l'idée, c'est d'acheter, enfin, de gagner du temps pour voilà, ce genre de projet. Je trouve, enfin, moi, je dis à qui veut l'entendre que le modèle économique que vous avez développé, qu'a développé 06, est le plus cohérent que j'ai eu à voir et que je trouve dommage que les choses ne se fassent pas de manière plus, enfin voilà, qu'il n'y ait pas un développement. Ah si, c'est un point que j'ai oublié, c'est que, et que enfin, comment dire, ma vision des choses, c'est que si on ne met pas autour de la table une équipe projet, alors en la professionnalisant, en mettant les moyens, je pense qu'on n'arrivera absolument pas à faire sortir de terre un réseau d'écolieux tel qu'on le conçoit. Parce que moi, j'ai fait de la gestion de projet dans le domaine industriel sur des très gros projets hein, qui impliquaient des sociétés cotées notamment. On avait des équipes de 20-25 personnes et c'était un projet qui n'avait pas l'ensemble des dimensions aujourd'hui que recouvre un projet comme celui-ci avec des dimensions humaines, des dimensions techniques, agricoles, enfin voilà, low-tech, etc., etc.
Donc, je pense que là, par contre, j'ai pas la solution. Il faut arriver à professionnaliser une équipe projet, Exactement. mais à Ben, un moment, ça demande des moyens et que faire Ouais. ça uniquement autour du bénévolat, bah, ça me semble très compliqué. Voilà. Et ça, Jean-Baptiste, je On ne peux pas le aura le temps d'en regretter. reparler si tu veux, François, mais les business plans que j'ai montrés, peut-être tu n'as pas eu le temps de les voir, prennent en compte bien évidemment des permanents qui sont salariés, etc. C'est pour répondre à ta dernière question. Euh, sur les sites, pour répondre un peu à toutes tes questions, donc ça c'est sur la dimension humaine, on est parfaitement d'accord là-dessus. Si on ne se professionnalise pas, on continuera à faire un site par an, quoi, point. Sur les sites potentiels et les sites éclatés, pourquoi pas? On a vu que le site éclaté avait quand même quelques grosses difficultés, on pourra en parler avec ceux que ça intéresse. En particulier, demande une organisation vraiment précise. Après, il y a des grands sites qui sont peu usités, les colonies de vacances, les campings, les anciens monastères, les grands châteaux qui étaient avant des résidences particulières, etc. Tout ça et sont des cibles de sites potentiels assez intéressants. On en trouve encore. Euh, Alors, est-ce que je peux juste faire une remarque par rapport à ce que tu viens de dire? Moi, je sais que dans les deux exemples de collectifs, donc le premier que j'avais créé sur Niort et celui dans lequel je embarqué, la notion d'habitat, je dirais, dans lesquels on conserve une certaine intimité est important. C'est-à-dire que non. le fait d'habiter dans un château, ça fait pas rêver. Enfin, les collectifs dans lesquels je suis, hein, ça fait rêver personne. Ils préfèrent avoir leur maison, quelle qu'elle soit, avec leur petit lopin de terre et avoir une intimité de vie. Donc, voilà. Donc, Bon, et c'est ça, c'est c'est pas ça qui valable est pour tout le monde. L'intimité est un besoin, ça, il est clair. Quand tu vis, la plupart des Français vivent dans des villes et donc dans des immeubles. Donc tu vois, ils arrivent quand même à vivre, voilà. Sauf que nous, c'est un immeuble qui est ici. Enfin, je suis au Gila là, un immeuble qui a un château. Bon, ça fait suffisamment rêver pour qu'on soit passé de 10 à 30 en 2 ans. Donc, et d'être en saturé en liste d'attente. Donc, non, je pense que ça peut quand même. Voilà. Et après, la maison individuelle avec son lopin de terre individuel, on pourra en reparler. Euh, voilà. Sur la structure juridique, là aussi, ben, je prends ta balle au bon quand tu veux en reparler. La SCIC, et tu me disais, il fallait que tout le monde ait un rôle clé. La SCIC dirige, la SCPI investit et la foncière prête. Voilà les trois. Et puis après, la coopérative d'habitants ben, gère l'éco-village. Et après, sur les sites d'habitants sur Solaris, ben, c'est exactement ça. On a besoin de professionnels en marketing et en communication pour aller chercher, savoir où aller chercher. Alors là, tu parles des habitants, mais on veut aussi aller chercher des épargnants, on veut aussi aller chercher des institutionnels, etc. Donc, c'est pas les mêmes messages, c'est pas dans Solaris qu'on va trouver les personnes qui parlaient de la Caisse des dépôts, etc. Donc, il faut arriver à segmenter tout ça et à trouver le message qui va à chacun, qui soit cohérent avec notre message, hein, mais il y a toujours quelque chose qui compte plus pour un que pour un autre, bien évidemment, et savoir mettre en forme ce message et trouver le canal pour atteindre la personne. Et donc ça, c'est par des professionnels. Vincent, tu veux relever la main? Oui. Et j'ai une question relative au lien qu'entretiendrait ou pas Zéro Petite Planète avec d'autres organismes qui partagent le même objectif dans les grandes lignes Oui, et qui pourraient permettre du coup de passer à l'échelle et peut-être de mutualiser tout à fait. certains postes, certains Tout à postes fait. précieux, type juridique, tout ça. Enfin, Alors, voilà. je suis entièrement d'accord avec toi. Les partenaires sont quelque chose de précieux. On en a quelques-uns et on est avec
David du hameau de Mondrieux qui est exactement en train de faire ça, de coaliser tous ceux qui sont dans l'univers des écovillages et des tiers-lieux mais également des formations autour de ça, etc., etc. Et c'est quelqu'un qui est dans l'économie sociale et solidaire depuis une vingtaine d'années, qui connaît bien le monde de ce monde-là. Et voilà, on est aussi avec lui pour travailler là-dessus, parce que je pense qu'effectivement, ça paraît très intéressant d'arriver avec quelque chose d'encore plus large que peut être 06 avec des écovillages, mais aussi avec peut-être Terre de Liens, avec avec les hameaux légers, avec les ateliers fertiles, avec la bascule, avec plein d'autres. Et plus on sera coalisé fort, et plus on pourra être entendu. Donc, tout à fait d'accord avec toi, Vincent. Et si tu as d'autres à proposer, reviens me voir. Ok, la deuxième partie de ma question, du coup, c'est quelle est la spécificité de 06 Planète pour toi par rapport au reste, on va dire, des organisations qui travaillent sur ce sujet? Ouais. Chacun a un peu son bout de spécificité. Alors, si tu parles de Terre de Liens et autres, on n'a pas, enfin, tu vois, il y en a qui vont pas être trop sur l'habitat. Nous, on est pas uniquement sur l'habitat, on est sur un habitat 06 en fait. Et donc, il y a ce côté de expérimenter un mode de vie à faible empreinte. Et c'est cette volonté aussi après du coup de partager nos expérimentations, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Et d'en faire profiter tout le monde. Et puis après, donc du coup, les villages, les bourgs et les villes, comme j'en ai parlé au début, histoire de contribuer à faire que le monde vive dans un mode de vie qui soit durable, quoi, et qu'il reste le maximum désirable. Si tu prends les gens qui sont proches de nous, comme les hameaux légers, ils partagent le gros de ce que je te dis, mais ils ont la spécificité de dire qu'ils vont faire des habitats légers, comme ils disent, et donc des éco-hameaux légers. Donc voilà, il peut y avoir les deux sur un même site, tu vois. Si tu prends les oasis, c'est un peu plus générique, un oasis. Ça va être beaucoup de l'habitat participatif, du tiers-lieu. Ça peut être des petites structures qui visent pas forcément la résilience, rarement la résilience, et très rarement la résilience haute qu'alimentaire, enfin, l'autonomie alimentaire. Donc voilà, on a cette particularité-là, celle aussi de vouloir faire des grands sites. T'en sais quelque chose, Vincent. Le Glésil, il y a de la place. Donc, dans les oasis, souvent, on va plutôt avoir des sites de quelques familles. Donc, voilà, c'est une des particularités, je crois. Marissé, bonjour Marissé. Longtemps. Alors, étant donné Je sais que pas si... peut-être le son n'est pas très bon, je Non. vous ai mis les questions dans le chat. Alors, je vais regarder. Ah oui, ça y est. Je vais te lire tes questions parce Merci. qu'on ne comprend pas très bien. Donc, où se trouvent Ok. les sites préidentifiés? Il y en a un en Bretagne, dans le 22. Il y en a un, c'est le Cher, Marie-Isabelle. Tu me dis si je me trompe. Il y en a un autre qui est dans Sologne. Voilà, mais il y en a plusieurs autres qu'on regarde aussi comme ça. Voilà. Qu'avons-nous appris du mix activité commerciale type hôtel et logement? On va en apprendre plus avec le Glésil. Donc, on verra. Nous, pour le moment, il n'y a pas vraiment eu de mix en activité commerciale hôtel et logement avec une véritable volonté d'aller assez
loin dans ça. On en fait un petit peu en Dordogne, Lionel, mais je crois que c'est pas non plus professionnel. Au Glésil, il y a un espace qui est réservé à l'hôtellerie de passage. Donc voilà. Et alors, quel modèle propose? Dans le modèle proposé, la coopérative d'habitants est propriétaire et les habitants locataires. Peut-on envisager d'autres modèles? On peut envisager d'autres modèles. On n'en recommande pas, on les recommande pas tous. La SCI est très faiblement recommandée. Lionel pourrait te parler de ces produits pendant longtemps. Dans les coopératives, Enfin, m'écrit. Marie-Isabelle, tu peux couper ton micro? Tu Pardon. voulais parler, excuse-moi. Non, pas du tout. Je suis en train de chercher mes clés, ça vous intéresse pas du tout. Voilà. Donc, dans les coopératives, il y a les coopératives d'habitants, les coopératives comme ici, tout simplement, et les coopératives type SKIC qui ont une activité professionnelle comme celle du Glésil. Donc, on peut voir plusieurs modèles. Voilà, après, il faut voir aussi lequel est le plus adapté. Ben voilà, j'ai répondu à tes questions. Il y en avait une autre. Il y en avait une autre qui est d'utiliser, de labelliser 06 des sites existants. Ah, oui, elle est plus bas. J'ai pas eu le temps d'aller jusque-là dans ton chat. Oui, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. On n'a pas fait ce travail-là, ni ce travail quelque part de recensement et ni de dire qu'est-ce que c'est qu'un label exactement 06. Donc, il faudrait qu'on soit un peu plus précis pour pouvoir faire ça. Mais il n'y a aucun souci là-dessus. Ça peut être une bonne façon. Il faut juste que les lieux, en gros, aient la volonté d'expérimenter comment est-ce qu'on peut réduire son empreinte. Voilà. En gros, ce serait ça. J'habite juste à côté d'un ancien monastère Ouais, qui a été transformé en hôtel et qui fonctionne pas. d'accord. Et si je veux avancer un peu, regarder avec vous ce qu'on pourrait faire, je contacte qui? Bah, contacte-moi si tu as toujours mon truc ou Oui, oui, passe par oui. si tu as toujours mon Ok, email, il n'a pas changé. Hein. ok. Ou sinon, tu as un formulaire de contact sur le site. Ça finira de toute façon Oui, dans oui, je voulais savoir lequel de vous être plus passe, sur comme ça, dégrossir les projets. Mm. passe par moi au début. C'est où, Marie-C? À quel endroit? Est-ce que c'est la voix de Nelly? Non, c'est Florence. C'est Florence, on ne se connaît pas alors, Non. parce que je conduis. Alors, c'est au Pays Basque. Ok, merci. C'est je crois qu'il y a 1000 petites villes de demain en France, où il y a des grosses réflexions qui, pour ce que j'en vois, réfléchissent surtout au côté les routes, les machins, etc., mais pas trop au modèle de vivre ensemble. Et je me dis que là, il y a des gens qui ont du temps, qui ont des ressources, et que ça pourrait être peut-être complémentaire. Voilà. Et il y en a 1000 comme ça en France. Mais et Ok, cette merci. source 1000, tu la tires d'où, s'il te plaît? Alors, Petite ville de demain, si tu tapes en ligne, hein, c'est un programme, je ne sais pas combien d'années, 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Un Ne programme. serait-ce que dans les Pyrénées-Atlantiques, enfin au Pays Basque même, il y en a 6. Les Pyrénées-Atlantiques, il doit y en avoir une douzaine, même plus. C'est des villes en général de 2, 3, 4, 5 000 habitants. Et l'idée, c'est de les rendre adaptés et vivables pour 1000 habitants, pour éviter de continuer à construire chacun sa maison avec la vue, etc., dans le village d'à côté. Super, Ok. on va suivre ça. Ouais. Pendant que je suis sur le chat, je vois une question de Stéphane pour toi, Marie-Isabelle.
Inclure les personnes âgées dépendantes est certes généreux et louable. Tu vois, bravo Marie-Isabelle. Non, je blague bien sûr. Mais ne serait-ce pas rajouter inutilement une charge alors que réduire son impact environnemental et social dans les conditions actuelles de fonctionnement de la société implique de déployer plus d'efforts, passer plus de temps, d'assumer plus de contraintes en général que si on vit en mode de vie conventionnel. Est-ce que tu as envie de Euh, répondre? je peux réagir à ça. Alors, non, mais déjà, j'aurais peut-être répondre par une autre question. Oui, mais comment on fait avec les personnes âgées en vrai? Comment, enfin, effectivement, ça demande plus d'efforts, ça demande même de dépenser plus d'énergie, en réalité, puisque les personnes âgées ont besoin de plus de choses, à partir du moment où elles commencent à perdre en autonomie. Mais c'est quoi la solution alternative, en fait, pour faire société, que d'inclure les personnes qui sont dans cette situation? Donc peut-être que juste avant de continuer à répondre, je veux bien un éclairage sur la façon dont, enfin, tu vois, pour comprendre un peu l'envers du décor de cette question. Euh, Et je crois que Stéphane est parti. non, non, je le vois Ah, là, il est là. là. Je ne sais pas si il a peut-être pas la possibilité de Ok. répondre de parler. Bon, écoute, Parce que la réponse est-ce à que cette question est évidemment oui, en fait. Évidemment oui. Évidemment, c'est plus dur. Évidemment, c'est plus dur. Évidemment que d'inclure dans des collectifs des gens qui sont en perte d'autonomie, c'est plus difficile que que de mettre qu'avec des gens actifs en pleine possession de leurs moyens, qui peuvent donner plein de temps et plein de. Mais en même temps, la richesse enfin voilà, de la transmission des aînés, tout ce que ça dit aussi de notre rapport à la vie et à la vulnérabilité, je pense que voilà, ça vaut le coup d'embarquer ces projets-là aussi pour cette raison. En complément de ce que tu dis, Marie-Isabelle, je peux dire aussi que j'avais une position assez proche de Stéphane il y a quelque temps, en pensant qu'effectivement, on verrait dans un deuxième temps ce problème des personnes âgées, mais pas dans un premier temps. Et en fait, avec l'expérience qu'on a eue là sur les 3 dernières années, je me suis aperçu de plusieurs choses. Un, les gens qui ont des capitaux, donc qui peuvent investir, donc nous permettre d'accélérer le mouvement, c'est plutôt les gens après 50 ans, 60 ans. Donc c'est eux qui ont de l'argent. Donc c'est déjà un premier point. Donc c'est bien de les embarquer puisqu'ils peuvent aider et financer pour des plus jeunes. Deuxièmement, on a des gens qui nous contactaient autour de 50 ans qui disent bah oui, mais pour l'instant, je ne peux pas vous rejoindre parce que j'ai mes parents à charge et je ne veux pas les abandonner. Alors que si on leur offrait une solution pour les amener, bah, ils seraient d'accord. Troisièmement, les solutions actuelles dans les EHPAD, c'est pas terrible. Donc, si on arrivait aussi à proposer une nouvelle société, c'est aussi en prenant ça en compte. Et quatrièmement, en fait, un des problèmes qu'on a dans les écovillages, c'est aussi de la création d'activités économiques, d'emplois, parce que les gens, ils peuvent venir, mais qu'est-ce qu'ils font? Quelles vont être leurs activités? Or, si on arrive à avoir une activité économique à travers, donc, parce que ce n'est pas gratuit, le fait de prendre les seniors en charge, ça permettrait déjà d'avoir des gens sur place qui gagneraient de l'argent grâce à ça, et donc ils pourraient du coup venir, alors qu'ils n'auraient pas pu venir autrement. Voilà. Et sixièmement, quand même, c'est une ligne budgétaire sur laquelle il y a pas mal de subventions des territoires, puisque les territoires sont en manque d'habitat pour les personnes âgées. Et donc, on a des subventions à la fois de fonctionnement pour payer des encadrants à hauteur de 5 à 10 000 euros par résident et par an, et des subventions sur les investissements qui peuvent aller, c'est un maximum, mais qui peuvent aller jusqu'à 500 000 euros, ce qui est quand même aussi pas négligeable. Voilà, donc tout ça prend sens. Et puis, septième réponse, bah, on sera tous un senior demain. Et donc, il y a un éco-village en Écosse, comment il s'appelle? Fendrve, où j'ai entendu apparemment que quand les gens deviennent dépendants, même s'ils ont passé 20 ou 30 ans dans l'éco-village, ben, ils doivent partir, ils doivent quitter l'éco-village. Bon, personnellement, c'est pas mon éthique, donc je trouvais dommage quand une personne devient âgée et dépendante qu'on lui dise de partir. Donc ce serait pas mal éthiquement qu'on ait aussi une solution à proposer. Voilà mes 7 arguments.
Je te remercie Lionel d'avoir complété. Simplement, je maintiens que ton point 7, je le mettrais vraiment en premier, en tout premier, en point 0, en point, voilà. Pour dire que, bien sûr, tout ce que tu as dit, ce sont des leviers. Ce sont des leviers qui, effectivement, sont indispensables pour rendre ce projet d'embarquer les seniors dans les écovillages. Mais en tout premier lieu, la raison, elle est d'abord humaine, éthique, et parce que le projet de 06 Planète, c'est de faire société, et de faire société dans toute la diversité de la société, du berceau jusqu'à la tombe. En passant par les accidents de la vie ou par les différences, enfin tout ça. Donc voilà, juste remets ton 7 en point 0 ou en point 1 et on est absolument d'accord. Je n'avais pas mis de hiérarchie dans mes arguments. Et on peut partir de la tête au cœur ou du cœur à la tête, mais c'est toujours mieux du cœur à la tête, je te l'accorde. J'ai dit. Merci. J'ai une question alors après de Marie-Christine Aubin. Donc, question juridique et financière. Dans chaque projet, les futurs habitants sont-ils amenés à investir 40 000 euros plus les frais d'aménagement pour leur logement? Alors, je vais déjà répondre à ça. Les, le business model va dépendre de chacun des lieux. Globalement, il y a un prix d'une enveloppe d'entrée, quoi, un ticket d'entrée, et un prix au mètre carré en fonction du nombre de mètres carrés que tu veux. Et ça, on essaye de faire en sorte, enfin, on trouve qu'un site, il fonctionne quand le ticket d'entrée est inférieur à 30 000 euros et le prix du mètre carré très inférieur à 2 000 euros. Voilà. Qui est pour info, le prix du mètre carré moyen en France, c'est 3 000. Donc voilà, 2 000 euros, c'est le prix rénové d'être dans un lieu qui a été transformé, hein. Donc ce truc-là, enfin, cette enveloppe-là, elle permet son espace privé et la transformation du lieu. Maintenant, chaque lieu est différent et se regarde. Comment s'assurer que 06, ça n'est pas en fait un nouveau business modèle immobilier qui sera vendu ou qui fera faillite et qui sera racheté par des investisseurs souhaitant faire fructifier leur capital en l'investissement dans les terres privées. Alors, comment s'en assurer? Je ne sais pas comment te dire. Est-ce que le fait que ça fait 4 ans qu'on soit bénévole, soit une petite marque du fait qu'on n'est pas dans le but de ça, je ne sais pas. En gros, de toute façon, chacun des écovillages est indépendant. Comment dire, les uns des autres. C'est une structure qui gère l'écovillage. La SKIC 06 Planète n'a pas directement de part dans l'écovillage. Alors, elle peut en avoir à travers la SCPI qui reçoit des loyers. Enfin, voilà. Elle n'achète pas tous ces lieux-là pour les mettre en faillite ou je ne sais pas quoi, puisque de toute façon, elle ne les achète pas. Elle contribue au fait qu'une organisation collective, coopérative, puisse transformer ce lieu-là. Donc, ça va être difficile. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans 06 Planète. Il y a des mécanismes de garde-fous qu'on a mis en place aussi. Suppose que l'écolieu ait triplé son prix parce qu'il est résilient et que dans 10 ans, des endroits où on est résilient en termes d'alimentation, d'eau, d'énergie, soit le truc le plus recherché et qu'on veuille absolument ça, et que quelqu'un se dise « Ah, bah, c'est génial, j'ai bien fait d'investir là-dedans, je vais pouvoir tout faire capoter, comme ça on fait revendre le truc. » et je multiplie ma mise par 3, 5, 10, je m'en fous. Ben, ça ne marchera pas parce que dans nos statuts de la coopérative, on dit que si jamais il y a un bonus à la liquidation, donc si on vend tout, que tout le monde récupère ses parts, il reste un bonus. Ce bonus va à une association à but non lucratif
qui peut être 06 Planète ou qui œuvre pour la création d'habitats écologiques, etc. Donc, il y a aussi ce garde-fou-là. La SKIC 06 Planète, dans ses statuts, ne redistribue pas de bénéfices. Donc, si elle en fait, ils servent de réserve, ils peuvent être investis pour faire tout un tas de trucs, mais jamais pour financer des investisseurs. Bref, si on voulait faire de l'immobilier, on en ferait simplement. On ne ferait pas des trucs comme ça, quoi, à mon avis. Voilà. Et alors après, il y a une question, comment s'assurer que les écolieux restent de l'intérêt collectif et participent pas à la recréation de communs et participent à la recréation de communs et non de néo-féodalisme. Ben, sur le néo-féodalisme, là, moi, ce que j'entends par là, c'est tu as un seigneur et tu as des serfs. Dans un éco-village, tu as une gouvernance horizontale, partagée. C'est une personne, une voix. La plupart des décisions sont faites au consentement, parfois au consensus. Et dans les statuts, il est dit qu'on recourt au vote que en dernier recours. Donc en plus, c'est du vote et c'est une personne, une voix. Donc ça, c'est la coopérative qui veut ça, les statuts qui veulent ça. Donc les statuts vont empêcher la prise de pouvoir de quelqu'un à la fois sur le collectif et encore plus d'une personne et de mettre les autres en état de semi-esclavage qui est le féodalisme. Donc ça, c'est statutairement qu'on peut s'en prémunir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on est d'accord avec vous, Marie, avec Lionel et Marie-Isabelle sur la place des seniors. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais juste savoir, comme j'ai pas bien entendu la totalité du webinaire, si tu avais prévu de le diffuser. Oui, il sera diffusé. Le lien sera dans la même mailing list. Si tu as eu l'information qu'il y avait un webinaire, tu auras l'information de son enregistrement qui est en cours. Merci Jean-Baptiste. Je t'en prie. Annie, tu veux dire un mot? Ton micro est coupé. Là, ça marche, là? Ça marche. Ok, bonjour à tous. Je ne sais pas combien vous êtes. Je suis navrée d'être arrivée si tard. Moi, je suis en Guyane, donc il est Décalage horaire. 14h30 chez nous. Et voilà. Et bonjour Monica et Lionel, que je connais un petit peu. Voilà. Donc, je suis contente de savoir que je vais pouvoir le réécouter en décalé, puisque j'arrive à la fin, on va dire. Moi, je ne sais pas si vous avez abordé la question, parce que je vois que vous avez abordé la question l'investissement de démarrage plus la somme par mètre carré. Moi, je me pose quand même la question, disons, des personnes qui auraient moins que cette somme-là au démarrage. Est-ce que ça a été abordé dans le propos? Oui, tu pourras le revoir. D'accord. Il y a justement une entité financière qui va se substituer finalement à cette personne-là pour que le lieu soit acheté et donc que le projet puisse se faire, mais qu'il le mettra en location à des prix tout à fait raisonnables, de telle sorte que voilà, il y ait d'un côté un versement de loyer qui fera le rendement de ceux qui investiront. Et donc, pas besoin d'apport financier pour ceux qui n'en ont pas. Et là, juste pour information, j'ai vu passer sur un site Facebook, alors je ne suis pas très très pro de tous ces trucs-là, une annonce qui me semble très intéressante d'achat. Alors, il n'y a que 5 hectares, je crois, de terre, mais il y a beaucoup de bâtis à restaurer. Et c'est en Haute-Loire, donc, et il y a beaucoup
beaucoup d'eau sur les terres en question. Donc, c'est quand même absolument nécessaire pour moi. Ah. Voilà. Donc, éventuellement, je ne sais pas trop comment faire glisser l'info. Faut que Ouais, ben, on prend contact avec moi, on reverra parce que on a un groupe Facebook justement dans lequel on met toutes les annonces qui nous paraissent intéressantes et comme ça les uns les autres peuvent réagir dessus, etc. être dessus d'ailleurs. Il faut que je vérifie. Je suis peut-être déjà dessus. Bon, voilà. Ok. Aude qui est partie, qu'il faudra qu'on aille voir qui a une ancienne colonie de vacances à Sainte-Marie-la-Panouse en Corrèze. On pourra toujours en parler. Voilà. Alors, les uns les autres ont dû partir. Ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est là. Peut-être prendre une dernière question s'il y en a une. Sinon, on va se quitter comme ça. Donc, bah écoutez, merci d'être venus assez nombreux, hein. Je vais donc, comme promis, diffuser ce webinaire et puis les slides, enfin les diapositives qui allaient avec. Euh, revenez vers nous avec votre envie. Bon, on le mettra dans le mail. Vous direz quelle est votre envie de participer, qu'est-ce que vous avez envie de faire, d'être habitant, investisseur, etc., etc. Comme ça, on va pouvoir euh, avancer tous ensemble. Eh bien, je vous dis un grand merci à tous. Je crois que je suis en Bourgogne et je crois qu'on dit merci. Il n'y a pas il n'y a pas de mille esquères comme chez vous. Mais merci à tout le monde et merci en particulier à tous ceux qui m'ont beaucoup aidé à faire cette présentation. Sans ça, Cécile, Letty, Simon, bien sûr, Florence, Lionel, j'ai peur d'en oublier, et tous ceux que j'oublie, Marie-Isabelle, pardon, bien évidemment. Et merci à tous ceux qui ont proposé de m'aider pour améliorer tout ça. Je pense à toi, François, à Mathieu et à d'autres. Donc, je reviendrai vers vous très rapidement. Merci et bonsoir à tout le monde. Merci. Bravo et merci beaucoup. Merci.